Ce qui, à mes yeux, est le plus grave pour notre pays, mais aussi pour la politique au sens noble du terme, c'est que la démocratie a pris un grand coup de plus. Elle n'en avait pas besoin tant elle a été humiliée, tant elle est humiliée par des comportements et des pratiques indignes depuis le début de la campagne présidentielle. À mes yeux, et c'est cela le plus important, à un moment où l'extrême droite autoritaire et les complaisances avec les dictatures sont banalisées, oui, la démocratie est la prunelle de nos yeux, qu'il faut respecter à tous les moments, grands et petits de la vie politique. La parole donnée, la parole signée, devant le peuple, doit être scrupuleusement respectée. C'est ce que j'ai toujours fait, et c'est aussi pour cela que je n'ai jamais accepté et même combattu le 49-3. Alors je me tourne vers les citoyens de gauche, vers toutes les forces de la société civile pour leur lancer un appel solennel. Je vous demande de réagir. Je vous demande de sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide et je vous demande en même temps de tourner la page de cette vieille politique, de tourner le dos à ces politiciens qui ne croient plus en rien et qui vont là où le vent va, au mépris de toute conviction. Il n'y a donc à mes yeux plus ni excuse ni prétexte. Les inspirateurs, les porte-paroles et les théoriciens des décisions qui ont fait tant de mal à la gauche sur la déchéance de nationalité ou la loi travail ont trouvé ou trouvent refuge désormais chez Emmanuel Macron. Il n'y a plus ni excuse ni prétexte. La gauche, pour gagner, doit se rassembler et j'appelle à ce qu'elle le fasse maintenant. J'ai déjà réuni autour de moi de grandes familles de la gauche et des écologistes. J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices. J'appelle les sociodémocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon à réunir leurs forces aux miennes. Tout le monde sait que par mon projet, tourné vers la 6e République, vers la transition écologique, vers le travail, vers l'augmentation du pouvoir d'achat et la refondation de l'Europe, tout le monde sait que par mon projet à la fois transformateur et sérieux, j'ai une position centrale à gauche et que je suis le seul à pouvoir conjuguer des électorats différents, des radicaux aux plus modérés. Je suis aujourd'hui le seul à pouvoir nous faire gagner ensemble et à créer les conditions d'une majorité parlementaire de gauche pour gouverner et transformer. La question n'est donc pas celle d'un vote refuge, d'un vote de témoignage, d'un vote d'élimination. La question est bien celle de la victoire à portée de main, donc du rassemblement de toute la gauche pour gagner. Conscient de mes responsabilités, je fais cette adresse solennelle, forte et fraternelle pour que nous ne laissions pas les forces de démolition, les forces de destruction, les forces de l'argent présider aux destinées de notre pays. Il y a trop à perdre pour les Françaises et les Français. Créons l'espoir, il ne tient qu'à nous. Donnons à la France la politique démocratique et de justice sociale dont elle a besoin. Vive la République, vive la France. Vous venez donc d'entendre cette courte mais percutante déclaration de Benoît Hamon. Damien Fleureau, il faut tourner le dos aux politiciens qui vont là où le vent va, au mépris de toute conviction. La parole donnée, signée devant le peuple, doit être scrupuleusement respectée. Le nom de Manuel Valls n'a pas été prononcé, mais les attaques sont claires. Non, c'est vrai que les attaques sont très claires et d'une violence assez inhabituelle de la part de Benoît Hamon à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Il s'en prend aussi à Emmanuel Macron d'une certaine façon. C'est une sorte de dernier appel qu'a lancé Benoît Hamon, j'ai l'impression, depuis son QG à l'instant. Il en appelle au rassemblement de toutes les forces
de gauche, des plus modérés aux radicaux. Il veut croire encore à cette heure qu'il est dans une position centrale, le seul à être capable de fédérer ces différentes forces de gauche. Et il a très clairement demandé à ce que Jean-Luc Mélenchon se retire pour le rallier. Il a demandé à ce que Pierre Laurent, au nom du Parti socialiste, le rejoigne également de façon très directe. Mais on sent bien qu'à cette heure, c'est très compliqué. Dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon est devant Benoît Hamon. Et d'ailleurs, ce soir au Havre, Jean-Luc Mélenchon va dire à Benoît Hamon: retire-toi, Benoît, et viens me rejoindre. Je suis en mesure d'être présent au second tour et dans une meilleure posture que toi. Michel Lervois, c'est une possibilité que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, renvoie l'invitation à Benoît Hamon et surtout que Benoît Hamon puisse l'accepter. Bien sûr. Oui, non, que Benoît Hamon l'accepte, non. Non. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est toujours visiblement pas prêt à accepter l'invitation. Mais de toute façon, quand on parle avec l'un et l'autre, il est clair que personne n'a l'envie, le souhait et le projet d'une candidate de se retirer et de partager un projet avec l'autre. Non. Et en plus, il y a des différences. Jean-Luc Mélenchon, il est en campagne depuis 1 an. Il a construit quelque chose. Il est soutenu par des centaines de milliers d'insoumis. Il est dans une dynamique. Damien vient de le rappeler, et c'est extrêmement important. Benoît Hamon, il a la légitimité de la primaire. Il n'a pas de dynamique à ce jour, mais je ne vois pas au nom de quoi il pourrait se retirer. On est dans une impasse. C'est à la fois violent, Damien l'a dit, et pathétique. C'est violent et on voit bien que ces gens-là, ces personnes-là, ne pourront plus travailler ensemble. On a connu des épisodes violents au Parti socialiste. C'est un parti où on aime débattre, où on n'hésite pas à se prendre par le callback, pour parler vulgairement, mais là, je pense qu'on a franchi une étape, et on a franchi une étape qui est une étape de l'histoire du socialisme français, me semble-t-il, qu'on est en train de vivre en direct. Et pathétique parce que je ne vois pas comment, dans ces conditions-là, Benoît Hamon peut espérer relancer une dynamique en si peu de temps, avec des gens qui ont fait des choix, qui sont partis ailleurs, et qui ne vont pas revenir. Donc tout ça me paraît très désespéré, et additionner les scores dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, ça ne marche pas, ça ne se passe pas comme ça en politique. Alors Damien Fleureau, Benoît Hamon, on a profité pour balayer toutes les excuses du vote refuge, les excuses de l'abstention. Il dit c'est bien la démocratie qui est en jeu, mobilisez-vous. Oui, en fait, il s'appuie sur quoi? Sur les règles de la primaire du Parti socialiste, une primaire qui existe et qui a bien fonctionné en 2012 avec François Hollande, qui avait aussi fonctionné difficilement, mais pour Ségolène Royal en 2007. Et Benoît Hamon, il le dit, Manuel Valls a accepté de participer à cette primaire, il a signé pour soutenir le vainqueur de la primaire. Il n'y a pas d'excuse donc de la part de Manuel Valls qui soit acceptable à cette heure, et donc pas d'excuses notamment liées au danger du Front National. Ensuite, Benoît Hamon, là, à la tribune, il acte effectivement la scission du Parti Socialiste. Il y a, et il le dit, le Parti Socialiste de Manuel Valls, celui de la déchéance de la nationalité, celui de la loi travail, et puis il y a en quelque sorte le Parti Socialiste de Benoît Hamon, qui cherche une autre voie, plus à gauche de la formation politique. On a effectivement bien du mal, bien de peine à imaginer que ces deux partis socialistes vont se réconcilier. Alors justement, Michel Lervois, ces deux partis socialistes totalement différents, c'est l'institutionnalisation des deux gauches, différentes évidemment et irréconciliables. Le Parti socialiste est-il en train de mourir aujourd'hui sous nos yeux? Alors sans doute dans sa forme actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une gauche socialiste demain. Je pense qu'on est dans quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé il y a plusieurs années en Allemagne. On a à la fois Die Linke, c'est-à-dire une gauche qu'on pourrait assimiler à une gauche mélenchoniste en France, et le SPD, qui est une formation social-démocrate et qui gouverne par alliance avec le centre droit et avec les centristes, voire avec les libéraux. Donc je pense que c'est vers une configuration de ce type-là que l'on va, ce qui fait que le Parti socialiste que Manuel Valls a en tête, s'il est en situation de reconstruire quelque chose, sera une composante de cette future majorité si c'est Emmanuel Macron qui est président de la République. Je pense qu'il faut le voir comme ça. On ne peut pas imaginer, d'ailleurs, chez les valsistes, c'est ce qu'ils disent, on ne peut pas imaginer qu'Emmanuel Macron, s'il gagne, remporte
une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Il a des candidats partout, certes, mais beaucoup ne sont pas connus, beaucoup viennent de la société civile, n'ont pas forcément les règles, l'expérience de la politique, tout ça est compliqué. Il y a un éparpillement du paysage politique, un éclatement entre de multiples forces qui fait qu'il est très difficile de se constituer des majorités, y compris localement. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ce sera difficile qu'il ait sa propre majorité, qui serait déjà une espèce de coalition en elle-même. Et donc il aura besoin d'autres forces, de centre-gauche, de centre-droit, des centristes, etc. Et je pense que ce que Manuel Valls, avec sa maison commune, ou sa, je ne sais plus comment il l'appelle, sa maison des progressistes, il imagine être en fait le